L'humérus, c'est l'os du bras. C'est un os lent, comportant deux épiphyses et une diaphyse. S'articule en haut avec la scapula par l'intermédiaire de la cavité glénoïde, et en bas et en dehors avec le radius par l'intermédiaire du capitulum, et en dedans avec l'ulna par l'intermédiaire de la trochlée. L'humérus a une forme triangulaire, possédant donc trois faces, une face antérolatérale, une face antéromédiale et une face postérieure. Et donc, par corollaire, il possède trois bords, un bord antérieur, un bord latéral et un bord médial. Les repères anatomiques, ou bien les reliefs anatomiques de l'os humérus sont: concernant l'extrémité supérieure, la tête humérale forme un angle de 45 degrés par rapport à l'horizon, délimité par le col anatomique où s'insère donc la capsule articulaire. Le tubercule majeur au niveau du bord latéral. Le tubercule mineur en dedans par rapport au tubercule majeur. Entre ces deux tubercules se trouve le sillon intertuberculaire, lieu de passage du tendon du biceps brachial. Quant au col chirurgical, il assure la jonction entre la diaphyse et l'extrémité supérieure de l'humérus. Au niveau de sa diaphyse, sur la face postérieure, se situe le sillon du nerf radial, lieu de passage du nerf radial. Et sur sa face antérolatérale, on peut distinguer donc une tubérosité appelée tubérosité deltoïdienne, lieu d'insertion du muscle deltoïde. Au niveau de l'extrémité inférieure, vue de face, on distingue clairement la présence de deux épicondyles latérales et médiales, palpables au niveau du coude. Juste au-dessus de la surface articulaire avec l'avant-bras, formée par le capitulum latéralement et la trochlée médialement, on voit apparaître la fosse radiale et la fosse coronoïdienne. Au niveau de la vue postérieure et derrière l'épicondyle médial se trouve le passage du nerf ulnaire, la trochlée. Le capitulum, quant à lui, n'est visible que sur une vue antérieure. Il faut bien se rappeler de cela. Au-dessus de la trochlée, on voit apparaître donc la fosse olecrânienne. Merci et à bientôt. Vos cours sera consacré aux deux os restants composant l'articulation de l'épaule, à savoir la clavicule et la scapula, ou bien l'omoplate dans le langage courant. La réunion de ces deux os forme ce que l'on appelle la ceinture scapulaire. Pour la définir de façon exacte, on peut dire qu'elle est composée et formée de façon symétrique de deux clavicules et de scapulas, plus l'ensemble des muscles connecteurs, animant la grande mobilité de ce dispositif, dont la fonction principale est de rattacher le membre supérieur à la cage thoracique et à la colonne vertébrale. Mais avant d'anatomiser les composants de la ceinture scapulaire en profondeur et de façon analytique, je préfère vous faire part de cette magnifique définition, presque poétique à mon sens, que j'ai croisée sur le site de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie qui dit: la ceinture scapulaire représente un axe horizontal de mise en rapport avec l'extérieur dont la possibilité d'action sur les objets et l'environnement, avec les fonctions essentielles de préhension et de manipulation, ainsi que dans sa participation à l'expression et à la relation par la gestuelle, quasi indissociable de la mimique et par le toucher. La clavicule. La clavicule est un os pair, en forme de S, provoquant ainsi sa grande fragilité. Elle se situe entre la scapula et le manubrium sternal. Elle possède deux faces, donc une face supérieure palpable sur toute sa longueur, où on peut distinguer la présence de deux tubercules. Le tubercule deltoïdien, lieu d'insertion du faisceau antérieur du muscle deltoïde, et le tubercule du trapèze, lieu d'insertion de la terminaison du faisceau inférieur du muscle trapèze. À savoir aussi que la terminaison du faisceau supérieur du muscle trapèze se trouve sur le 1/3 latéral de la clavicule également. Mais nous laisserons tout ce qui est myologie en détail dans les prochains cours consacrés à ce sujet. Au niveau de la face inférieure, on voit apparaître plus de relief qu'au niveau de la face supérieure, et on peut distinguer en partant du côté latéral vers le médial la présence de la ligne trapézoïde,
le tubercule conoïde, le sillon subscapulaire et finalement l'empreinte du ligament costoclaviculaire. Vu que la clavicule possède du coup deux faces, naturellement elle doit posséder deux bords, un bord antérieur et un bord postérieur. Elle possède également deux extrémités articulaires. Nous avons l'extrémité médiale qui s'articule avec le manubrium sternal et le premier cartilage costal. C'est une articulation en selle, ce qui fait d'elle le seul os reliant le membre supérieur au tronc par l'intermédiaire d'une vraie articulation, vu que l'autre lien n'est qu'une pseudo-articulation permettant le glissement de la scapula sur la cage thoracique. L'extrémité latérale, quant à elle, s'articule avec le processus acromial de la scapula. C'est une articulation plane, ce qui fait que cette extrémité n'est pas considérée comme une épiphyse. Et c'est pour cela que nous appelons la clavicule un os à une seule épiphyse. Comme le démontre le schéma suivant, nous voyons que la clavicule elle s'aplatit de plus en plus lorsqu'on s'approche vers le côté latéral. Donc son extrémité médiale elle est beaucoup plus grosse, mais son extrémité latérale elle est beaucoup plus plate, mais plus large naturellement. Et là vous voyez donc les trois coupes concernant la clavicule. Nous avons une coupe sagittale par rapport à l'extrémité latérale, une coupe sagittale par rapport à sa moyenne, au niveau de sa moyenne, pardon, et une coupe médiale par rapport à son côté médial et à son extrémité médiale. La scapula. La scapula est un os pair, vu que nous possédons une scapula gauche et une scapula droite. Elle est également l'élément postérieur de la ceinture scapulaire. Elle est postérieure aussi par rapport au thorax, et plus précisément dans la région supérieure et latérale du thorax, allant de la deuxième à la septième côte, voire jusqu'à la huitième côte dans certains cas. S'articule avec la clavicule par l'intermédiaire de l'acromion, qui est, comme nous l'avons cité un peu plus tôt, une articulation plane, et avec l'humérus par l'intermédiaire de la cavité glénoïde, qui est une énarthrose citée dans le cours précédent, expliquant ainsi la grande mobilité de l'épaule. Elle est également concave vers le devant. La scapula est un os plat et asymétrique de forme triangulaire, où on peut dire qu'il a une forme de poire vers le dehors, vers le côté latéral, là où se trouve sa cavité glénoïde. De façon rapide, et ensuite je vais rentrer dans les détails, la scapula possède deux faces, trois bords, trois angles et trois fosses. La face antérieure, elle est concave. Elle est composée majoritairement d'une large fosse appelée la fosse subscapulaire, lieu d'insertion du muscle subscapulaire. Cette fosse est parcourue par des crêtes, 2 à 3 généralement, qui correspondent à l'insertion des lames tendineuses du muscle subscapulaire. Quant à la face postérieure, elle est séparée en deux parties par un processus épineux. La première partie, qui est la partie supérieure, elle correspond à la fosse supraépineuse, lieu d'insertion du muscle supraépineux, et une fosse inférieure plus large que la première, et qui est le lieu d'insertion du muscle infraépineux. A noter que le muscle infraépineux et subscapulaire plus le muscle supraépineux sont des muscles appartenant à un dispositif musculaire de l'épaule nommé la coiffe des rotateurs. Plus que ces deux faces, la scapula possède trois bords. Le bord médial, qui est le bord le plus long des trois, dont la tangente forme un angle de 3 degrés par rapport à l'axe spinal. Et il s'allonge de la deuxième à la septième côte, voire jusqu'à la huitième côte. Le bord supérieur, dont l'axe forme un angle de 30 degrés par rapport à l'axe horizontal, ce qui explique d'ailleurs la présence d'une rotation interne de l'humérus, y compris lors de l'élévation du bras. On note également qu'au niveau du bord supérieur, l'implantation du processus coracoïde en forme d'un doigt semi-fléchi, ainsi que la présence d'un creux appelé l'incisure scapulaire, lieu de passage de l'artère et du nerf suprascapulaire. Et au final, un bord latéral
dont la réunion avec le bord supérieur donne naissance à la cavité glénoïde, en forme de poire au niveau de l'angle supéro-latéral, à peu près aux alentours de la quatrième côte, où la scapula s'articule avec l'humérus. Cette cavité se situe entre deux tubercules nommés le tubercule supraglénoïdal et le tubercule infraglénoïdal. Les deux autres angles sont l'angle supérieur ou crânial au niveau de la deuxième côte et l'angle inférieur surnommé la pointe de la scapula au niveau de la septième côte. Quant au processus épineux, donc c'est l'épine scapulaire qui est une saillie osseuse de forme triangulaire située sur la face postérieure, en la séparant en deux fosses comme nous l'avons vu, la fosse supra- et infra-épineuse, et qui se prolonge par le processus acromial où la scapula s'articule avec la clavicule. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez apprécié ce cours. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner ou à me suivre sur la page Facebook YouTube Kiné. Vous avez tous les liens en bas dans la description. À bientôt pour un nouveau cours.